souris à la vie et garde toujours espoir. La vie est belle. Peu importe ce qui t'arrivera dans la vie, elle sera belle. Et elle est tellement courte, cette vie, qu'il faut la vivre intensément. Apporter un peu de folie, parfois j'en apporte trop, mais c'est ce qui fait ma personnalité. Mais de la folie dans la vie, ça fait du bien. Merci Elodie d'avoir accepté cette interview. On est à 3 aujourd'hui avec toi. Alors, il y a plein de choses à dire. Alors, on va essayer de ranger un petit peu les choses pour qu'on comprenne bien qui tu es. Alors, avant tout, une personne colorée, pleine de joie, hyper positive. Il faut te suivre sur les réseaux pour voir tout ce que tu dégages. Donc, merci de faire partie de ce projet Odyssée des âmes sur ma vie positive parce que je trouve que justement, c'est tout toi. Le côté couleur, le côté, soyons positifs. Et surtout, tu as cette force intérieure à travers un petit peu tout ce que tu as traversé. Donc aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur l'histoire d'Elodie, pas à pas. Parce que on va dégrossir, mais tu es maman, tu as eu un cancer du sein. Oui. Tu adores les road trips, tu as toujours énormément voyagé, c'est quand même quelque chose on va en parler. Tu as eu recours à une GPA. Qui veut dire gestation pour autrui. Et puis voilà, il y a eu plein de choses sur ton chemin, et puis ça c'est la route principale, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres choses à côté. Du coup, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter comme ça en quelques mots Alors, je suis née dans une famille de voyageurs. Mes parents, ils avaient un camion. Mon papa faisait les marchés et on partait avec le camion du marché dans un pays. Chaque année, on partait 5 semaines au mois d'août et on découvrait un pays, on vivait un petit peu comme des nomades. Et donc, c'est de là que la passion pour les voyages est née. T'as gardé ça vraiment en toi. D'ailleurs, ton Instagram, c'est Elodie Road Trip. Voilà. Alors, le road trip, au niveau des voyages et le road trip d'une vie personnelle, parce que tout ce que je vis, c'est toujours un road trip, j'ai l'impression. Il y a des embûches, ça se passe jamais comme prévu, et donc c'est pour ça que j'ai choisi Hello Road Trip. C'est vrai que j'y ai pas pensé comme ça, mais finalement on s'assoit dans une voiture qui est un peu l'histoire de la vie et on verra. Voilà, c'est ça. On crève en chemin, on se perd, Oui. Mais cette route, elle reste là, c'est ce qu'on a au fond de nous. Et puis donc, on va dire, alors des obstacles, j'imagine qu'il y en a eu pas mal. Énormément. Mais puis on a vu la maman tout à l'heure qui apparemment est dans la même lignée de road trip, obstacles de génération en génération. Du coup, avant de comprendre pourquoi une GPA, tu as eu un cancer. Oui, un cancer du sein à l'âge de 37 ans. D'accord. Et c'est quelle sorte de... Parce que je sais qu'il y a triple négatif, il y a différents... J'ai eu un hormonal, un cancer hormonal. Donc à 37 ans, tu étais déjà maman ? J'étais maman, oui, déjà, d'une petite Oksana. Qui a maintenant 12 ans. 12 ans, oui. Comment ça s'est passé un petit peu, cette annonce Comment toi tu l'as vécue ? Alors, je l'ai découverte d'une façon déjà un petit peu étrange. Mon conjoint Jean-Charles, il a eu une poussée d'hormones au sein droit. Ça s'appelle une gynécoplastie ou mastie, je ne sais plus exactement le terme. Et il m'a fait sentir sa boule. Et c'était la veille de partir en voyage. La veille de faire un road trip. Et donc il m'en parle, je dis c'est bizarre, ça m'inquiète un peu. Il me dit mais t'inquiète pas, mon grand frère il a eu ça, donc ça doit être de famille. Et dans la nuit il s'est passé quelque chose, j'étais pas bien, j'ai mal dormi. Le lendemain matin j'ai touché mon sein. J'étais en train de faire les valises, je dis tiens je vais toucher mes seins, c'est bizarre, Jean-Charles il a une boule, je vais voir. Et là je sens 2 boules dans mon sein droit. J'en parle pas à Jean-Charles, j'attends qu'il rentre du travail et je lui dis tu vas peut-être me prendre pour une folle, tu vas pas me croire. Tu m'as fait toucher hier ta petite boule qui est poussée dans ton téton droit et moi j'en sens 2 maintenant.
Et donc il a palpé le sein et là il était un petit peu étonné. Effectivement, oui, tu rêves pas, il y a 2 grosseurs dans ton sein. Et on partait le lendemain au Belize, donc on est parti quand même. Et je me suis dit, on verra en rentrant, je ferai mes examens. On part quand même en voyage, ça ne changera pas le cours des choses et on verra ça après en rentrant. Mais au fond de moi, je sentais quelque chose d'anormal. Des choses qu'on ne peut pas expliquer. Un instinct. Un instinct, voilà, c'est ça, c'était pas normal. Et souvent je le dis, Jean-Charles, il a été sur ma route pour me sauver la vie. Parce que si je l'avais pas rencontré, je pense que je l'aurais pas découvert. Ouais. Tu as gagné du temps. Donc du coup, tu as eu chimio, ça a été quoi les traitements? Alors, j'ai eu 16 séances de chimiothérapie, 27 séances de radiothérapie. En tout, j'ai eu 8 opérations, parce qu'il a fallu enlever le sein. Et puis après, j'ai eu des opérations de reconstruction mammaire. Et là, je suis sous hormonothérapie pendant 10 ans. Donc ce traitement doit m'aider à ne pas récidiver. Et c'est un traitement qui me coupe du coup toutes mes hormones. Comme mon cancer était hormonal, donc ça fait barrière pour éviter une récidive. Ouais. Et quand tu l'as appris, quand on te l'a annoncé du coup, suite aux examens, comment tu l'as encaissé? Parce que toi, tu es ultra positif, tu rebondis toujours, mais j'imagine qu'il y a quand même un moment où c'est violent ou... Alors la première chose que je me suis dit, c'est pas étonnant. Vu la vie que j'ai, il manquait plus que ça. J'ai pleuré énormément et après j'ai rebondi immédiatement. Je me dis, je peux pas me laisser abattre, c'est quelque chose que je connais pas, je vais me renseigner et puis on va foncer. Toujours on fonce dans la vie, donc j'ai foncé. Tu penses que, tu viens de dire, vu la vie que j'ai, il manquait plus que ça. Est-ce que tu penses que la vie que tu avais, ou peut-être comment tu te sentais à l'intérieur, ça a pu déclencher quelque part? Disons qu'à chaque fois, je ne sais pas si c'est le destin, mais il arrive toujours des choses improbables. Et je me dis que le cancer, il était là, c'était tracé sur ma ligne de vie, donc il fallait faire avec. Et quand on accepte les choses, je trouve qu'on les vit beaucoup mieux. Donc j'ai accepté très rapidement le fait que j'avais un cancer, même si ça a été très dur au début. J'ai pas dormi, j'ai pleuré, j'ai hurlé de colère. Pourquoi moi et pas une autre? J'ai rien fait de mal, j'ai rien fait pour avoir un cancer. Pourquoi c'est tombé sur moi? Et tu crois toujours que ça arrive qu'aux autres. Oui. Et là, c'était tombé sur moi et à l'âge de 37 ans, j'étais pas du tout sensibilisée au cancer du sein. Ouais. Non, mais ça reste en plus. Aujourd'hui, c'est très bien pris en charge. Je veux dire, il y a de moins en moins de gens qui y laissent leur vie à travers le cancer, mais c'est toujours un mot qui fait peur. Le mot cancer est identifié à la mort. Oui, c'est ça. Et j'ai vu la mort. Voilà. Et je me suis dit non, j'aime trop la vie pour mourir. Je peux pas mourir. Je vais tout faire pour pas mourir. Derrière, ça t'a aidé, tu penses, d'avoir cette impulsion de dire que quoi qu'il arrive, tirer jusqu'au bout et t'aller continuer de te battre? Bien sûr que le moral et la force intérieure, finalement, que je n'imaginais même pas. Elle a jailli tel un geyser et je me suis découvert une force insoupçonnée. Je me dis mais je vais foncer, je vais y aller quoi. Faut traverser cette période et je me suis dit que j'ouvrais la parenthèse mais que j'allais bientôt la refermer. Et le cancer, ça allait être une parenthèse dans ma vie. Et là, je viens de la refermer il n'y a pas longtemps, cette parenthèse. Comme cette histoire un peu du road trip où de temps en temps, tu t'arrêtes, tu crèves, et puis après, on change tout, on change la machine et on reprend la route. Voilà. Et donc, suite à cette étape de cancer, c'est lié le fait que tu aies dû avoir recours à une GPA. Alors, quand j'ai eu mon cancer, j'ai fait une conservation des ovocytes. Parce que quand on a découvert mon cancer, en fait, je venais d'arrêter la pilule à 2 jours près. Et on allait se lancer dans le projet bébé. Donc, ce qui était incroyable, à la fois oui et non, le cancer est arrivé au moment où on allait faire
ce projet-là et je me dis heureusement qu'on ne l'avait pas commencé finalement parce que je pense que je serais morte et je ne l'aurais pas décelé. Enfin, Oui. ça aurait été hyper compliqué. Et donc, j'ai eu recours à une préservation des ovocytes avant de faire mes traitements de chimiothérapie. Et c'est ce qui m'a donné beaucoup de courage, ce qui m'a donné beaucoup d'espoir également, parce que je me dis, bah voilà, il y a mes ovocytes qui sont là. Je vais faire mes traitements de chimio, mais il y a quand même un espoir, comme ils étaient conservés, d'un après, et peut-être que ce projet allait voir le jour. Enfin, pas peut-être, j'en étais sûre, parce que je ne voulais pas laisser de place au cancer. Et tu voulais encore être maman à ce Ah moment-là, oui, bien puisque sûr. vous étiez... Parce que mon conjoint n'a pas d'enfant, et si on n'allait pas au bout de ce projet, bah, c'était laisser une place au cancer, et je ne voulais pas qu'il gagne, c'est moi qui allais gagner le combat et pas lui. Ta phrase me fait penser à Marina, Ah. mon amie. Elle l'appelait, elle lui avait donné un nom à son cancer, tu vois, et elle lui disait toujours non mais il gagnera pas. Raymond, si je me tombais, il gagnera pas, c'est pas possible. Le mien n'avait pas de nom. Tu lui as pas trouvé un nom un peu de... Non, même pas. Et donc après, donc on conserve tes ovocytes et ensuite comment se passent les démarches parce que le GPA c'est un mot qu'on connaît finalement pas beaucoup. Non. Donc en fait, nous on s'est lancé dans ce projet bébé à la fin de mes traitements. Déjà, il fallait penser à ma santé, savoir un petit peu où on allait. Hein. Et finalement, même malgré les traitements, j'avais une forme olympique. Donc on s'est dit, c'est bon, on va pouvoir mener notre projet. Et j'étais même un peu trop. Jean-Charles me disait, mais qu'est-ce qu'ils te mettent dans les chimiothérapies? Parce qu'il m'a jamais vue aussi, c'est étonnant à dire, mais joyeuse. J'étais heureuse. Parce qu'à chaque fois que j'allais dans la salle de chimio, je me dis, mais ce produit, il me fait du mal autant que du bien. Même s'il me fait mal, c'est pas grave, je prends tout le bien qu'il me fait, il est en train de laver mon corps. Et toutes les semaines, j'avais qu'une hâte, c'était d'aller en chimio. C'était, Tu te rapprochais de la fin. Voilà, je me rapprochais. Et donc à la fin de mes traitements, on a commencé à parler un peu plus de ce projet, parce que le cancer m'avait énormément détruit, mais le fait de ne plus pouvoir porter d'enfant, c'est ce qui me faisait le plus mal. Et j'avais plus mal vis-à-vis de ça que mon cancer. Et on a commencé à un petit peu se renseigner et Jean-Charles était pour une adoption. Et on a eu des entretiens, des réunions et ça nous a complètement découragés. Et c'est de là que j'ai commencé à chercher d'autres solutions sur Internet. Donc je me suis inscrite sur des forums, j'ai échangé avec des personnes qui ont fait des GPA. Et un jour je dis à Jean-Charles, écoute, j'ai une idée, une GPA en Ukraine. Et là il me dit, non mais c'est hors de question, hors de question. Il dit, on va continuer nos démarches pour l'adoption. Tu as toujours des idées un peu folles, farfelues, et là je te suis pas. Et donc je l'ai accompagné à une réunion pour l'adoption et là on nous a annoncé 7 ans d'attente. Donc j'avais une quarantaine, 39 ans à peu près, ouais, c'est ça. Ouais. Et on s'est dit mais 7 ans d'attente et 5% de chance d'avoir un enfant adoptable dans la région où on est, dans l'Aube, à Troyes. Donc là on est sorti de la réunion, il m'a dit écoute, on achète un camion, on va faire un road trip en Ukraine. Et on va rencontrer la clinique que tu m'as dit. Et c'est de là qu'a commencé le projet de GPA. Ah donc, et c'est là en plus le camion que tu as écrit. Oui, voilà. Vous avez fait, donc vous avez vu une clinique, plusieurs cliniques en fait. Je m'étais renseignée sur plusieurs cliniques et j'avais eu de bons retours sur celle que j'avais proposée à Jean-Charles. Et quand j'ai vu qu'il était partant, il m'a dit attends, on va déjà aller voir parce que moi j'étais prête à, dans le désespoir, désespoir, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais j'étais prête à me lancer comme ça, mais sans réfléchir, sans rencontrer personne. Jean-Charles, il est toujours là, toujours à mettre un peu le frein. Je suis un peu le chien fou qui fonce et puis lui il me ralentit. Attends Élodie, on se pose, on réfléchit, on se renseigne. Donc c'est pour ça qu'il voulait rencontrer la clinique et chose qui était très bien. Moi, j'étais tellement pressée, je dis non, on fait tout, on signe, on verra. Non, Jean-Charles, il me dit non, on y va, on va en Ukraine. Et
Et on verra sur place si ce projet me semble fiable. Et c'est vrai qu'il voulait aussi s'assurer que les mères porteuses étaient bien traitées, voir un petit peu dans les conditions de la clinique, hein, comment c'était. Donc c'est de là que le projet a commencé, on va dire. Et puis on voit tellement, pourtant je regarde pas trop la télé, mais on voit tellement de choses, on entend tellement de choses qu'on... Je pense qu'on a besoin aussi de sentir un petit peu sur place, on ressent les choses. Et quand on rentre dans un endroit, la manière dont c'est fait. Et du coup, c'est beaucoup plus rapide qu'une adoption. Bien sûr, le projet a mis 1 an. 1 an pile poil. En fait, on nous a rappelé à la naissance de Nastia. Et quand on est retourné une deuxième fois en Ukraine, j'ai regardé le passeport. 1 an pile poil le jour. Ah ouais. Ouais, c'était incroyable. 1 an après, on était de retour en Ukraine. Et pourquoi l'Ukraine? C'est un endroit où c'est... Alors, quand j'ai commencé à me renseigner sur les GPA, il y a beaucoup de pays qui le font. Après, tout dépend du budget. Aux États-Unis, ça va être très très cher. Et on a choisi l'Ukraine par rapport aussi aux tarifs et à la réglementation. Ça avait l'air, de ce que je voyais sur Internet, très bien cadré. Et le fait que ça soit pas loin de chez nous, on s'est dit on pourra peut-être y aller en voiture ou ça sera beaucoup plus proche si on a des échanges à faire. Oui. Voilà, on y va 2 jours après, enfin 2-3 jours après, on est arrivé en Ukraine. Donc voilà, on s'était dit, ça nous rassurait que ça soit plus proche de chez nous. Bien sûr. Et du coup, la maman qui porte ce bébé, qui porte du coup ton bébé, tu la rencontres pendant ces 1 an, ça se passe on comment? n'a pas le droit de la rencontrer. La clinique nous interdit toute communication pour éviter les dérives. Oui. Les choses qui m'a énormément blessée parce que je voulais rencontrer la personne qui portait notre enfant. Enfin, pour moi, c'était essentiel. Hein. C'est comme un membre de notre famille. Hein. Et finalement, on a réussi à avoir contact avec elle. Pendant ou sur la fin? Quand la guerre s'est déclarée. Oui, voilà. Parce qu'alors là, on va passer à l'autre étape de l'histoire, qui n'est pas des moindres. C'est que c'était la guerre en Ukraine au moment où tu as dû aller récupérer Nastia. Oui, c'est ça. Alors, ça avait démarré depuis peu, et à ce moment-là, on t'appelle pour te dire, voilà, le petit bout est là, et 1 mois plus tôt que prévu en plus. Oui, elle est née par césarienne en urgence, Nastia. Et du coup, on n'avait rien préparé. Et quand on nous a dit elle est née, le lendemain, on est parti en Ukraine, on fonce. Et alors, ça s'est passé comment par rapport au climat un petit peu à ce moment-là? Alors, on va dire que la grossesse a été hyper compliquée parce que le premier essai a eu lieu au mois de novembre et ça a pris du premier coup. Donc, on était euphoriques, joyeux, des parents heureux, des futurs parents. Et quelques mois après, je crois que la guerre s'est déclarée au mois de février, je ne sais plus. Enfin, quelques mois après, on apprend qu'il y a la guerre. Donc là, tu dis, tu as ta fille qui est dans le ventre d'une autre personne et qui est sous les bombardements. Alors mentalement, c'est hyper compliqué. Donc j'ai passé mes journées devant les informations, à pleurer, à prier, à regarder les cartes des bombardements. Donc c'est pas une grossesse comme les autres. Enfin, on ne s'attendait pas à vivre ce genre de situation. On n'était pas du tout préparés. Et du coup, on a caché le fait que ça avait pris. Notre entourage savait notre projet, mais on a préféré, pour nous protéger, de ne rien dire à notre entourage et de les protéger également. Et du coup, quand tu es arrivée, on t'appelle, tu y vas. Ça a été compliqué d'y aller à cette période-là? On a pris notre voiture, 3 jours de route, on a passé la frontière, donc énormément de pleurs. Moi, j'étais stressée, et pourtant je suis positive, mais là, j'étais stressée. Jean-Charles serein, me rassurait et tout. Et après, tu passes la frontière et tu découvres les paysages l'Ukraine dévastée, quoi, comme ce que tu vois à la télé, les immeubles bombardés, les voitures incendiées, tout ce que tu vois à la télé. Donc là, tu te dis, ah ouais, je suis vraiment dans un pays en guerre, là, c'est dur. Et la veille de partir, donc j'ai laissé ma grande Oksana en France, on n'allait pas lui faire courir de risques.
Et ma fille me dit maman, je te préviens, si tu reviens pas, je t'en voudrais toute ma vie. Alors là, tu pars et t'es pas bien. Ouais, ça va, elle est sympa ta fille. Oui. T'as mis une petite pression Voilà, juste la avant de petite partir, tu sais, pression. c'était pas assez. Ouais. Ouais. Et alors, après est arrivé un des moments les plus forts de ce parcours de GPA, parce que comme dans tout parcours, comme l'histoire du road trip, il y a des hauts, des bas. Un des moments les plus forts, c'est que tu as vu Nastia qui était née, que du coup tu as pu la prendre tout de suite dans tes bras. Ça, Oui. c'est... Ouais, notre mère porteuse nous attendait dans le couloir de l'hôpital. Et on a rencontré Julia et Nastia en même temps. Et c'était incroyable, indescriptible. Des émotions, tu ne peux pas les décrire tellement elles sont fortes. Et tu parlais de ce lien, parce que quand on parle d'émotions fortes comme ça me fait penser, alors j'imagine qu'il faut le vivre pour se rendre compte à quel point le lien finalement, il n'est pas qu'une question de porter ou non, ça va au-delà de tout ça. Parce que j'imagine qu'il y a plein de gens qui doivent se dire oui, mais alors du coup, il y a un lien que tu n'as pas ou que tu ressens pas. Et tu me racontais tout à l'heure que finalement, en fait, les intuitions de maman étaient déjà là même avant, parce qu'il t'est arrivé un petit truc à la piscine. Oui. Du coup, t'es partie à la piscine, tu t'es pas sentie bien. Et le jour où Nastia est née, j'étais à la piscine avec ma fille et ma filleule. Et je me suis sentie pas bien, j'étais dans le grand bassin et d'un seul coup je dis non, il faut que je retourne au casier. Donc j'ouvre le casier, je prends mon téléphone, pas de message et au même moment le téléphone qui sonne et Julia qui m'envoie ce message. Félicitations Elodie, tu es maman. Et là je me rappelle, j'ai envoyé je crois 3 points d'interrogation, je dis mais qu'est-ce qu'elle me dit? L'accouchement est prévu dans 1 mois, pourquoi elle me félicite? Et là, elle m'envoie une photo d'elle dans le lit d'hôpital. Elle me dit j'ai eu une césarienne, Nastia est née. Et là, waouh! Aïe, la grande aventure commence. Comme quoi, tu vois, le lien, il est là. Et même dans ton quotidien, tu me disais, Nastia, il y a ce côté un peu magique par rapport à l'histoire, par rapport au fait de ne pas pouvoir être maman, mais finalement le lien est exactement le même, l'amour est exactement le même. Ouais. Ce n'est pas qu'une question de sang ou de portée, c'est le rôle de maman, il va au-delà de juste la manière, on va dire normale. On s'entend quand je dis normale, j'aime pas dire ce mot en plus, mais la manière normale de concevoir en fait. Oui. Et alors, est-ce que dans ton quotidien, ce nouveau rôle de maman, maintenant, elle est plus vieille, Oksana a 12 ans. C'est quoi ton quotidien aujourd'hui? Parce que du coup, tu es maman, tu es créatrice de contenu sur les réseaux, tu es, comment on appelle ça, crocs addict, tu fais des boucles d'oreilles, tu fais... des fois, je me dis, mais elle a le temps. Je n'arrête pas. C'est ça. J'aime partager tout ce que je fais. Donc, en fait, les réseaux, j'ai toujours baigné dedans. Déjà, à l'âge de 14 ans, j'avais des blogs pour partager mes voyages. Après, j'ai partagé mon cancer. Et là, je partage la suite de notre histoire. Et j'ai envie de montrer que la vie peut être belle, malgré tout ce que tu peux traverser. Donc, j'espère que je véhicule une image positive. Bon, quand ça ne va pas, je le dis aussi. Mais 99% du temps, ça va. Non, mais on le ressent, tu es très très authentique. D'ailleurs, tu vois, moi, c'est ce qui m'a marqué aussi, c'est que y a tout ce côté, certes mes créations, certes ma joie de vivre, mais voilà, comme tu dis, authentique, où je montre aussi quand j'ai un souci. Je communique autour de moi avec les gens qui sont de l'autre côté de l'écran, parce que je peux avoir aussi des conseils des uns des autres. Enfin, en fonction des petites choses que tu rencontres, tu es vraiment dans... Tu vois, pour moi, c'est ça, c'est vraiment, tu vois, ce partage qui est un petit peu... Un partage sans filtre. Ouais, c'est ça, c'est authentique. Ouais. On te voit vraiment dans ton quotidien, on sent que c'est complètement naturel, c'est spontané, c'est frais. Et puis aussi, tu partages... tu as partagé beaucoup de photos de toi aussi sur ta reconstruction. Tu as fait une reconstruction? Oui, c'est ça, une reconstruction mammaire. Donc, j'ai eu une opération qui s'appelle reconstruction via le grand lambeau dorsal. Donc, j'ai eu le muscle du dos prélevé, une greffe de peau du dos
pour faire l'enveloppe de mon sein et des injections de graisse pour faire le volume. Donc j'ai eu 4 opérations de reconstruction. Normalement, je dois en faire une 5e, mais là j'ai dit stop. Cette année, je suis en pause. Je voyage. J'allais dire, j'ai un voyage bientôt là. Voilà, j'ai un voyage bientôt, donc j'ai d'autres priorités et j'ai accepté pour le moment, pour cette année, j'accepte mon asymétrie et j'ai d'autres choses à faire de plus intéressantes. Je me doute, mais c'est bien, tu vois, tu le partages avec beaucoup d'authenticité. C'est ça, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas ce côté Instagram où on cherche à ne faire que du beau et à montrer que du positif. Tu arrives à mettre des photos qui, parfois, pourraient être choquantes pour certains et tout, mais qui sont complètement toute ta réalité et tout ce que tu es. Et ça, c'est bien de garder vraiment cette authenticité, cette vérité. Et je trouve que ça se ressent vraiment bien. Je suis contente si ça se ressent parce que c'est vraiment... Enfin, c'est ça que je veux partager. Je veux pas que des choses belles. Enfin, la vie, elle est faite d'embûches et je partage tout. Enfin, elle est belle parce qu'elle est parfaitement imparfaite. Oui, voilà, c'est ça. Ah, mais écoute, je sais, je ne peux que te rejoindre sur tout ça. Et donc là, dans les prochains projets, c'est quoi un petit peu les prochains projets pour toi? Projet voyage dans 3 mois, oui. Donc beaucoup de préparation. En mode road trip? Oui, mode road trip. Donc on a loué un 4x4, toile de tente et on va partir dans un pays, faire un sacré road trip que je partagerai également sur les réseaux. Combien de temps? 15 jours. Ah, c'est bien. Ouais. Et là, il y a Nastia qui vient, la petite Elvia. Oui, Nastia, elle vient avec nous. Comme quoi, on peut voyager en mode road trip avec des enfants en bas âge. Je pense que c'est une organisation. Bien mais sûr. Mais c'est pas... Et au contraire, je trouve que c'est important de les emmener avec nous. C'est comme ça qu'ils apprennent les choses. Tu les mets en éveil de voir que ce qu'on vit ici en France, il y a plein d'autres façons de voir les choses. Toi, les voyages t'ont changé intérieurement, ta perception des choses? Ah, totalement, oui. Les voyages, ça apporte une ouverture d'esprit, vraiment. Par ce que tu vois, par les rencontres? Les rencontres et puis tout ce que tu découvres à l'étranger, ça t'apporte intérieurement beaucoup. Et j'ai eu l'occasion de faire aussi des missions humanitaires. Et c'est surtout dans les missions humanitaires que j'ai appris le plus que malgré la misère, les gens ils ont toujours le sourire et ça c'est incroyable. Enfin, tu peux pas te plaindre en France, c'est ce que je me dis. Ouais, c'est une force, le sourire, c'est une force indescriptible. En plus, quand ils ont ce sourire, on sent vraiment qu'on le reçoit. C'est pas juste un sourire pour faire... Non, c'est hyper puissant, quoi. On sent ce que ça dégage et ça nous remplit aussi, quoi. Ouais. Ça a été quoi ton plus beau voyage? Enfin, celui qui t'a... On les aime tous, mais celui qui t'a le plus marqué? J'en ai tellement. Allez, fais la liste, celui-là. Alors, un qui m'a énormément marqué, c'est le Sultanat d'Oman. Donc, on est parti en toile de tente. On a emmené notre tente dans la valise, dans l'avion, et on a fait un road trip de 15 jours à planter notre tente n'importe où. On a traversé le désert de Wahi-Bassanda. Parce que du coup, Sultanat d'Oman. Eh ben, je ne sais même pas où c'est. C'est un pays? Oui, c'est un pays. Écoute, je vais devoir revoir ma géographie. Je mettrai une petite carte pour les gens qui nous suivent. C'est ici. Parce que là, je crois que c'est un des voyages le plus fort qu'on ait fait. Et j'ai aussi le voyage en Inde, comme je l'expliquais tout à l'heure sur les réseaux. J'ai fait d'ailleurs un petit réel sur ça. Quand j'étais petite, j'ai toujours eu un rêve profond. J'étais jeune et je me suis toujours dit l'homme de ma vie ira avec moi aux Indes, au Taj Mahal. Parce que le Taj Mahal, c'est l'amour. Et j'étais jeune, mais comme mes parents voyageaient, je savais les Indes, ce que c'était et puis ce qu'il y avait à voir. Et j'ai eu des relations. On a voyagé avec mes précédentes relations. On n'a jamais été aux Indes. Et puis là, j'ai rencontré Jean-Charles et peu de temps après notre rencontre, il me propose un voyage aux Indes. Et je lui ai jamais parlé de ce rêve profond. Et quand il m'a dit « Écoute Élodie, notre premier voyage, ça va être aux Indes », je me suis dit « Mais
c'est le bon, c'est un signe de la vie. Hein. Ah bah oui. Et donc on s'est retrouvés là devant le Taj Mahal. Et je finis ma petite histoire qui est incroyable. Comme on aime les choses insolites, on s'est rendu dans un temple où il y a plein de rats. Et dans ce temple, il y a des milliers de rats et il paraît que si tu vois le rat blanc, ça te porte chance. Et le jour de la Saint-Valentin, on a été dans ce temple et on a vu le rat blanc à mes pieds. Et là, en fait, tout s'est connecté. Je me suis dit, mais notre amour, il commence, c'est le bon. C'est indestructible. Voilà, j'avais des c'est signes plus de haut vie. que tout Voilà, ça, en fait. voilà, des signes de vie qui... On me l'a envoyé. Voilà, on me l'a envoyé. Et après, voilà, c'est Ouais, là que notre histoire d'amour a pris une bouffée d'amour intense, incroyable. Quoi. Enfin, c'est quelque chose de plus haut, de en puissant, fait. De puissant. Une alchimie que tu ne peux pas expliquer. Hein. Et puis dans les genres de choses un petit peu aussi insolites, parce que ça c'est du coup, Élodie va avec le mot road trip, insolite, oui. tous les mots. Tu t'es mariée en Islande. Voilà. Ouais. Donc en fait, le mariage est venu suite au projet GPA. En fait, on voulait se marier, mais pas dans l'immédiat. C'était pas notre priorité après le cancer. Mais pour le projet GPA, tu dois être marié. Donc Jean-Charles m'a demandé en fiançailles pendant mes traitements, j'étais en rayon. Donc il m'a emmené à Paris, il me dit on part à Paris un week-end. Mais en fait, un mois avant, j'avais vu la bague de fiançailles cachée dans la chambre d'Oksana. Donc j'ai rien dit, je dis ça va pas tarder. Donc il m'emmène à Paris et on va dans un restaurant dans le noir. Et là, je sens sa petite main glisser sous la table. Et je dis, ah, c'est le jour J. Et donc, il m'a demandé en fiançailles. Donc, ce qui était incroyable, c'est que j'avais plus de cheveux, j'avais ma perruque. On était dans le noir. Et là, il me dit, est-ce que tu veux m'épouser? Donc, bien sûr, j'ai dit oui. C'est sympa pour s'embrasser après. Et pour fêter cet événement-là, on a été, comme on aime bien les choses insolites, hein, je pense que tu l'as remarqué, on a été dans un bar à moins 20 degrés dans Paris, la S-Cube. Et donc on avait été dans le restaurant dans le noir, après dans le froid. Et on s'est dit, bon, on se marie dans un mois, il faut trouver un pays. Donc le noir, le froid, on va en Islande. Un mois pour préparer. Et c'est de là que notre projet mariage est né en fait. Et on s'est dit, après un cancer, on ne va pas se marier pour les autres, on va se marier pour nous. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est un mariage, je ne sais pas si tu connais le verbe éloper. Non. C'est fuguer, c'est une fugue amoureuse. D'accord. Tu préviens personne et tu vas te marier loin et personne n'est au courant. Et on s'est dit qu'on allait faire ça. Road trip jusqu'au bout. Voilà, road trip jusqu'au bout. Donc un mois pour trouver la robe de mariée, le costume, un photographe en Islande, organiser le road trip, trouver des billets d'avion. Et là-dessus, je suis fortiche. C'est mon point fort, l'organisation. Donc, on a réussi à organiser ça. Et ce qui est incroyable, c'est une semaine avant de partir en Islande, un dimanche soir. J'étais sur les réseaux sociaux et je tombe sur une petite annonce. C'était une annonce de TF1 qui cherchait des personnes qui partaient en van au soleil. Et il était minuit et demi, j'envoie un mail, puis en rigolant, je fais « Ah, bah moi je pars pas au soleil, je pars au froid ». Et j'explique un petit peu l'histoire, je dis « Bah voilà, j'ai eu un cancer, on part se marier là, à la va-vite en Islande ». Et le lendemain, TF1 m'appelait, et une semaine après, ils étaient avec nous en Islande. Ah oui, ça tu me l'as pas dit tout à l'heure. Non, je te l'ai Tu m'as laissé un petit peu. Oui, je te l'avais pas dit. Ouais. Ah oui. Et c'est comme ça que finalement, notre mariage à la sauvette, finalement, il y a les caméras qui sont venues, TF1 qui nous ont accompagnés. Donc eux, ils avaient une semaine pour tout organiser. Donc 2 caméramans qui sont venus avec nous. Et c'était incroyable parce que finalement, on s'est mariés avec des personnes qu'on ne connaissait pas. Oui. Et c'était magique. Et par la suite, notre famille a découvert notre mariage en regardant le reportage sur TF1. Ils ont assisté avec les pop-corns devant la télé. Ils se sont dit, Élodie, ça ne m'étonne pas. C'est ça. Ma maman a été choquée sur le coup parce que quand elle a vu sa fille avec la robe de mariée à courir
dans le froid, moins 10 degrés, avec des petites bottes, un petit collant et la robe de mariée avec le vent comme ça. Et puis elle me dit, mais tu t'es déguisée là-bas? Je dis, non maman, on s'est mariés. Et là, et mes parents, ils ont accepté parce qu'ils me connaissent et ils ont compris pourquoi j'ai fait ça. Après un cancer, voilà, tu n'as pas envie de te retrouver dans une salle des fêtes avec 100 personnes, avec des personnes que tu n'as pas forcément envie de voir. Tu veux vivre ton mariage pour toi et pas pour les autres. Sous prétexte que, bon, si tu invites lui, tu es obligé d'inviter lui. Il y a toujours ces histoires de code après. Là, c'était pour nous vraiment et ça a été un mariage incroyable parce que, comme je te disais tout à l'heure, on est tombé en pleine tempête, la tempête Denis, avec des vents violents à 260 km/h. Donc on s'est retrouvés avec notre van en plein milieu de la tempête et on a cru qu'on allait mourir. Et là, je me suis dit, ah ouais, non, en fait, c'est le mariage de ma vie, ça. Ma vie, ça a été une tempête tout le temps, mais ça se finit toujours bien. Ça commence mal, il y a des embûches, mais c'est le soleil à la fin. Et encore, cette journée de mariage l'a prouvé, parce que vers les 16h, 17h, je ne sais plus quelle heure il était, une accalmie, le soleil a transpercé les nuages, et là, on a pu se marier sous la cascade de Game of Thrones. En fait, tu aimes les sensations fortes, en fait. Calme comme ça, c'est pas toi. Et je pense qu'inconsciemment, je dois provoquer... oui, certainement, parce que tu es un peu un électron libre, tu es un tourbillon, donc en fait, ta vie s'organise un petit peu comme ça, tu sais. Et certainement, oui, que... Oui. Sans t'en rendre compte, mais dans les décisions, c'est ce que tu amènes à toi. Et tout, ouais. Mais bon, tu es d'autant plus la preuve pour les gens qui t'écoutent, les gens qui te suivent, que des épreuves, en fait, ça ne veut pas dire, c'est la fin, ça s'arrête, c'est une catastrophe. En fait, ça peut être un souvenir impérissable, alors que sur le moment, oui. C'est dur sur le moment, et puis après tu dis, ah ouais, je l'ai fait, j'y suis arrivée, et tu as la fierté de l'avoir fait, et c'est tellement beau. Et c'est encore plus fort du coup. Tout est beaucoup plus fort après. Tout est plus intense. Et suite à ce mariage, il a fallu partir en voyage de noces. Et donc, attention, je te dis un truc que je sais pas. Non, je n'ai pas dû te le dire. Donc on s'est dit, le voyage de noces, comme on venait d'avoir notre camion, ça va être l'Ukraine pour rencontrer la clinique. Et on a fait notre voyage de noces à Tchernobyl. Ah oui, toi, t'es... Pourquoi pas, tiens. Alors, pour la petite histoire, moi je travaillais dans le nucléaire, mon chéri travaille aussi dans le nucléaire. Et comme on allait sur Kiev rencontrer la clinique pour la GPA, un voyage de noces sur une île paradisiaque, c'est pas nous. Et ça semblait évident qu'on allait faire un road trip à Tchernobyl. Et c'était ça notre voyage de noces en fait. Ouais, et tu vois, complètement atypique, mais finalement, maintenant qu'on a tout le déroulé de tout ce que tu nous as raconté, on se dit, bah oui. C'est normal. Bah oui, en fait, finalement, non. C'est la suite. Allongé sur un transat, avec un palmier. On serait tellement malheureux. On a besoin d'aventure. Et Jean-Charles n'avait jamais voyagé avant de me rencontrer. Et il a découvert une passion, et c'est même lui qui me propose les voyages. À chaque fois, Élodie, on part quand? Et je pense qu'il veut inconsciemment rattraper le temps. Tout ce qu'il sait tout pas, ce qu'il n'a pas vu. Voilà. Et avoir cette passion commune, c'est génial. Surtout quand tu as le même format, c'est vraiment le même truc. À chaque fois, quand on part, on cherche les choses insolites à faire, où les touristes ne vont pas, on cherche le pays où personne ne va. Donc, et justement, quand on est, juste avant mon cancer, on était parti au Belize, ce pays, personne ne le connaît. Et voilà, on y a été, on était content d'y aller et de dire, on a été au Belize, c'est quoi c'est quel pays, c'est où Et à chaque fois, on cherche toujours le petit truc qui fait que... il y aura des embûches. Voilà, indirectement, oui. Mais c'est ça, après, c'est ce qui te fait vibrer, et c'est cette vie-là, comme tu dis, je pense monotone, que tu l'as créée. Tu t'ennuies. Oui. Et oui, tu crées ta vie, c'est toi qui... Si tu as envie d'avoir une belle vie, fais en sorte qu'elle soit belle. C'est un choix, ça ne dépend que de nous, des fois, finalement. Et alors, la dernière petite question,
Si du coup tu avais alors soit un message à donner, un conseil autour de toi à qui que ce soit, ou alors une trace que tu aimerais laisser dans ce monde, un message, tu sais, ce genre de message qu'on pourrait graver, enfin tu sais, sur un arbre ou mettre dans des, tu sais, comme dans des, je sais plus comment ça s'appelle, des espèces d'obus que tu mets dans la terre et que tu enlèves 30, 50 ans plus tard. Ce serait quoi? Qu'est-ce que tu aimerais dire? Souris à la vie et garde toujours espoir. La vie est belle. Peu importe ce qui t'arrivera dans la vie, elle sera belle. Et elle est tellement courte, cette vie, qu'il faut la vivre intensément. Apporter un peu de folie, parfois j'en apporte trop, mais c'est ce qui fait ma personnalité. Mais de la folie dans la vie, ça fait du bien. Carrément. Oui. Bah, merci beaucoup. C'est De trop rien. gentil. Merci. Quand j'accueille du monde à la maison, j'accueille toujours avec des confettis. Et aujourd'hui, c'est l'amour. Donc, j'ai préparé une petite bombe à confettis qu'on va péter toutes les deux vas-y. avec des cœurs. Carrément. Qui me tient à cœur. Parce que quand je te dis qu'il faut vraiment apporter de la folie dans la vie, voilà, ça c'est de la folie et ça fait du bien. Et tu sais que ça me fait, je suis touchée hein, de ouf parce que je trouve ça trop mignon en fait. Et en même temps, je me dis, ouais, bah Elodie, en fait, je suis même plus surprise. Et comme aujourd'hui, c'est nos 4 ans de mariage, donc ces petits cœurs vont s'envoler parce que on s'est rencontrés également et c'est une belle journée aujourd'hui. Ouais, bah, Et écoute, cette je te journée, remercie. je pense qu'elle va te guider aussi pour tes futurs projets. Et je te souhaite de réussir. J'avais dit non, Elodie, ça va aller, je veux pas pleurer. C'est une fille, elle a la patate, c'est sûr, je pleurais pas. Ouais, t'as réussi à Et me tu faire verras, tu repenseras à à ce ce moment. petit canon de confettis. C'est aussi peut-être le début d'une nouvelle vie aussi pour toi. Et tu peux être fière de toi, du projet que tu as. C'est un beau projet et je suis sûre que ça va t'apporter plein de belles choses par la suite. C'est ça. Et c'est tout ce que je te Bah, souhaite. merci. Puis tu vois, on a eu les couleurs rouges, Oui. je savais même pas, mais voilà, on est à fond dans le thème en fait. On est connectés. Et ouais, c'est ça. Voilà, donc il faut mettre ces petites mains là. Moi, je mets là. Tu mets là et alors je tourne à droite et toi à gauche. 1, 2. Et là, mon chéri va gueuler parce qu'à chaque fois, il c'est pas possible. Encore des confettis. On va bouger le canapé. Ah, j'en ai retrouvé. Voilà, c'était le mot de la fin. Ah, merci. T'as réussi à me toucher, mais alors, sans que je le vois arriver en plus.